Enfin, tu peux parler du côté retraining dans le passé? Ouais, ce qui est assez ça, ouf. c'est ouf, quoi. Ouais, ce qui est ouf, en fait, c'est que, mais je pense que Rand va en dire beaucoup aussi là-dessus, c'est que quand tu commences à mettre la main sur ce point in time, tu vas pouvoir, en repartant d'un point du passé, choisir aussi ce que tu lui donnes comme information, pour savoir s'il est capable de dire, en fait, ce scénario va partir dans cette direction, ou ce scénario va partir dans cette direction, ou si j'avais eu ces informations avant, j'aurais fait ceci, ou j'aurais fait cela. Et donc, ça ouvre des capacités, notamment pour les banques et pour le monde de la finance. Là, très rapidement, on a signé un client qui va distribuer, on l'espère, ça va se faire, Pi est déjà dans une, ça c'est officiel, une banque. Il a 4000 banques qui souhaitent utiliser quelque chose qui ressemble à Pi. C'est 1,2 milliard de revenus potentiels pour la commu. C'est énorme. L'intelligence artificielle, blockchain ou pas blockchain, ce n'est pas un remplacement des humains, c'est une augmentation de la capacité des humains, et en particulier pour ceux qui n'ont pas de facultés déjà extraordinaires et rares, quoi. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler d'intelligence artificielle et de blockchain avec Rand et Maxime. Salut les gars. Salut. On va voir quels sont les cas d'usage qu'on peut avoir en mixant ces deux technologies. Rand, toi, tu es CEO de Zama. Zama, vous avez levé 70 millions d'euros et vous êtes spécialisé dans le FHE, donc le chiffrement homomorphe. Et toi, Maxime, donc tu es cofondateur de CrunchDAO. Exactement. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots c'est quoi CrunchDAO? Bien sûr. Alors Crunch, en fait, on a commencé comme une plateforme de compétition sur du machine learning. D'ailleurs, Rand nous a soutenus très tôt. En même temps, Rand est... First check, non? Second check. Je crois first. Ouais. Rand soutient beaucoup l'écosystème, donc déjà, je pense qu'on peut lui donner ses fleurs, comme on dit en anglais. Attends, je t'interromps parce qu'il y a une petite anecdote sur ça. Ouais. En fait, quand j'ai rencontré l'équipe de CrunchDAO, ils m'ont dit qu'ils voulaient lever 1 million. Je me suis dit, j'adore. J'ai dit, tu sais quoi, je prends le million et moi, je me débrouille après pour remplir avec mes copains, tu vois. Et donc, en fait, en 24 heures, ils avaient closé leur précide. Énorme. Incroyable. Donc ça, c'est ce que Rand est capable de le faire. closing le plus rapide de l'histoire. Du coup, sa boîte mail va exploser après ce podcast parce que tout le monde va vouloir faire ça. Donc Crunch, on a commencé comme une plateforme de compétition en fait en machine learning. On a toujours été très finance. Donc à la base, en fait, on aide les hedge funds à avoir de meilleurs modèles d'intelligence artificielle pour trader. En fait, nous, on trade pas nous-mêmes, mais on les aide à avoir de meilleure intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle du quant, en fait. Donc c'est un rôle qui est un peu connu grâce à certains films avec quelques mèmes qui tournent sur This is my quant, par exemple. Donc nous, on a 6000 machine learning engineers. Donc ça, c'était Crunch, je dirais, V1. Et c'est sur ça qu'on a réussi à avoir la confiance d'acteurs comme Rand. Et en fait, Crunch a doucement évolué. Et du coup, on était à Breakpoint cette année, sur scène, pour annoncer l'évolution de ce qu'est Crunch. Et donc, on va continuer à avoir tous ces crunchers, comme on les appelle, donc ces machine learning engineers. Et on va étendre ça à un vrai réseau d'intelligence collective, où en fait, les entreprises, donc notamment dans la finance, je pense qu'on en discutera peut-être un peu, mais on avance beaucoup avec beaucoup d'institutions, beaucoup de banques, en ce moment sur des très gros deals, vont en fait être capables de venir leverager tout le système de manière, sans permissionless en fait. Donc passer de la boîte où tu es obligé un peu de dealer avec chaque client à en fait créer un système où tu as des gens qui vont gérer les modèles, tu as des gens qui vont gérer la data, tu as des gens qui vont gérer la vérification de ce qui s'est passé, la sécurité du réseau. Donc on évolue vraiment sur de la décentralisée. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on je suis là aujourd'hui. Bon, on va parler d'IA décentralisée, en quoi ça consiste et comment ça marche, est-ce que c'est l'avenir. Et toi, Rand, donc avec Zama, est-ce que tu peux expliquer Zama en 10 secondes Donc Zama, on est une boîte de FHE, de chiffrement homomorphe, où on développe des technologies qui permettent de faire des calculs sans déchiffrer les données. Donc dans le cadre de la blockchain de l'IA, ça permet notamment d'avoir des protocoles décentralisés où personne ne peut voir la data qui est on-chain. Donc ça va de faire des transferts de tokens confidentiels jusqu'à traîner des modèles d'IA sans dévoiler le modèle ou la data. Ok. Déjà, parlons donc de ce cocktail entre blockchain et IA. Pour vous, c'est quoi un peu le killing use case qui existe aujourd'hui, s'il existe? Pour moi, il y a un use case que j'adore. C'est celui en fait des marketplaces. Okay. Pourquoi? Parce que dans l'IA, tu as besoin de deux trucs. Tu as besoin de la data et tu as besoin de features. On va dire ça comme ça. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, si tu vends la data, tu n'as aucune garantie qu'on va te repayer à chaque fois qu'on va se resservir de ta data. Pareil, si tu vends ton modèle ou ton signal, tu ne sais jamais si les gens vont s'en resservir dans ton dos. Avec le FHE, l'intérêt, c'est que tu peux chiffrer la donnée et chiffrer les signaux, et tu ne vends que le résultat de ce que les gens font avec ta data ou avec ton signal. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose de nouveau, ils doivent te payer pour être capable de le faire. Donc, tu vois, ça te permet de monétiser ta donnée
et tes modèles à chaque fois que quelqu'un s'en sert et non pas seulement la première fois qu'ils y ont accès. C'est intéressant parce que moi, ça me fait penser tout de suite à des marketplaces type, je sais pas, Airbnb où tu veux trouver un freelance, etc. Une fois que tu as le contact, en fait, tu pourrais le bypasser. Bah oui. Pense par exemple aux essais cliniques. Ça, c'est énorme. Si tout le monde pouvait mettre sa data on-chain sans dévoiler qui ils sont, sans rien dévoiler des maladies qu'ils ont ou quoi que ce soit, mais que les gens qui font de la recherche médicale peuvent dire « je veux faire une analyse sur tous les gens d'origine libanaise comme moi qui habitent à Paris, qui ont entre 35 et 45 ans », bah, tu pourras du coup participer. Et ils n'auront que le résultat de leur analyse sans jamais rien savoir sur moi ou sur tous les autres gens qui ont participé. Ouais, ça c'est fort. Et toi, Maxime, tu as un autre use case que... Non, je suis parfaitement aligné avec ça, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce que Rand et ce que Zama ouvrent, c'est en fait l'apport de tout type d'assets on-chain qui va être propulsé par l'IA. Donc en fait, pour moi, il faut l'IA, c'est, si on doit faire des comparaisons, l'IA, dans ce système-là, c'est un véhicule. Ok. Rand crée l'autoroute, en fait, avec Zama. Et moi, je pense que il y a autant de véhicules que de personnes, il le disait, les modèles, en fait tout le monde peut faire un modèle, et d'ailleurs c'est assez, parfois c'est assez surprenant parce que les gens pensent que c'est de la folie, même si on prend par exemple le NLP, etc., donc le langage naturel, je vais essayer de pas faire trop d'anglicisme, il y a énormément de gens qui sont très forts en maths et qui disent mais c'est pas possible, c'est pas ce truc de maths qui fait que ChatGPT est aussi fort. Et en fait c'est une combinaison de tellement de choses, c'est une combinaison de modèles, c'est une combinaison de données, c'est une combinaison d'entraînement. Et en fait, on ne peut pas trouver l'équilibre. Donc, en fait, c'est beaucoup de game theory, en fait, tout ça aussi. C'est qu'on ne peut pas trouver l'équilibre où tout le monde a l'impression de pouvoir gagner. C'est ce qu'on appelle une espèce de Nash, en fait, sans des acteurs comme ça. Et donc, pour moi, le killer use case, et je ne dis pas ça parce que Rand a été déterminant pour Crunch, c'est vraiment ce que fait Zama pour moi. Et d'ailleurs, nous, on rencontre cette situation très souvent. Et maintenant, et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on peut même dire dans ce podcast, c'est que maintenant qu'on grandit, parce qu'avant, on avait 1, 2, 3, 5 use cases et avec des trucs un peu spécifiques. Maintenant qu'on veut rendre ça à l'échelle, en fait, on sera obligé d'utiliser Zama. Enfin, c'est obligatoire parce qu'en fait, il faut que tout le monde... il faut que tout le monde puisse en fait venir et plus poser la question. C'est-à-dire, on ne doit plus avoir besoin de le dire en meeting du genre non, mais votre donnée, elle sera protégée, vos modèles seront protégés. Il faut qu'on ait ce tiers de confiance qui fait qu'en fait, les gens viennent et prennent Crunch pour ce que c'est. Et pour moi, c'est ce qui écoute, tu seras ravi de savoir qu'en l'espace de 18 mois, on a rendu notre techno de machine learning chiffré, donc de FHEML, 5000 fois plus rapide. Ah ouais, à ce point-là. Donc c'est qu'il y a des gains considérables en très peu de temps. C'est un truc de ouf. En fait, les gens pensent que le FHE, ça marche pas parce qu'en fait, ils pensent au FHE il y a 4 ans, avant que Zama existe. Mais nous, depuis qu'on a créé Zama, on a résolu 3 gros problèmes. 1, on a rendu le FHE facile à utiliser. Tu n'as plus besoin de connaître la crypto. 2, on a permis de faire du FHE pour n'importe quoi, de la blockchain, de l'IA, alors qu'avant, c'était que pour des use cases très simples. Et le problème, du coup, qu'on continue à résoudre, c'est le problème de la performance. Par rapport à quand on a monté la boîte, donc il y a 4 ans, on est 100 fois plus rapide en moyenne, 5000 fois plus sur certains use cases AI. Sur les use cases de blockchain, comme par exemple transférer les tokens, on est 30 fois plus rapide qu'il y a 2 ans. Donc ça va très, 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 très vite. Et donc aujourd'hui, on est suffisamment performant pour faire quasiment tous les use cases blockchain. Pas encore pour ChatGPT, mais ça viendra. Ouais, j'imagine. Et quand tu d'ailleurs transfères les tokens, alors c'est marrant, j'ai vu un use case où tu avais Coinbase maintenant qui arrive de wallet à wallet, tu as des IA qui arrivent à envoyer des tokens eux-mêmes. Donc, est-ce que tu pensais à ça ou c'est même juste des tokens utilisés par des IA pour... Ça peut être l'un ou l'autre, tu vois. En fait, un token, c'est quoi? C'est pas forcément de l'argent. Un token, c'est un ownership de quelque chose. Ça peut être un crédit Amazon, ça peut être du dollar ou ça peut être... une prédiction, quoi. Ou un droit d'accès à quelque chose. Un droit d'accès, exactement. Et par rapport justement à l'IA aujourd'hui, tu disais que vous, avec le FHE, vous avez fait vous avez fait des gains de temps, enfin des gains de performance. Est-ce que c'est quoi d'ailleurs les limites qu'il y a avec l'IA aujourd'hui en termes de performance? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT, on voit qu'il y a... je vais te dire, en fait, le problème de la performance dans la blockchain, si tu veux t'en servir, par exemple, pour faire de l'inférence, c'est même pas tant un problème de confidentialité, c'est un problème de latency. Pourquoi? Parce que le fait que tu doives passer par un réseau décentralisé avec un consensus, tu n'auras jamais une réponse en quelques millisecondes. Tu vois, il y a un moment, les photons, il faut qu'ils traversent, il y a 14 personnes qui doivent se mettre d'accord, ça met quelques centaines de millisecondes minimum. Donc, tu n'auras jamais la vitesse de réponse que tu auras sur un service cloud. Par contre, pour le training, pour le fine-tuning, pour la création de modèles, tu vois, reinforcement learning. Là, il n'y a pas de problème, parce que tu n'as pas de problème
de réponse instantanée. Mhm. Tu vois, tous les use cases asynchrones de l'intelligence artificielle, la blockchain, en fait, s'y prête parfaitement. Et donc, que ce soit des marketplaces, que ce soit des crowdsourced machine learning models, que ce soit du training décentralisé, là, il n'y a pas de problème. L'inférence, il y a une autre solution qui est pour moi le ZKML. Donc, l'idée, c'est que tu fais l'inférence off-chain hyper rapide, donc tu as la réponse instantanément, et tu as une preuve associée que le modèle a été compute correctement. Mhm. Tu vois. Et là, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, des boîtes où j'ai investi comme Giza, comme Modulus, font exactement ça. Ok. Et c'est quoi les use cases du coup qu'il y a derrière? Enfin, c'est vraiment pour, par exemple, entraîner des IA, tout simplement. Le ZKML, tu veux dire Ouais. Alors, le ZKML, le use case de base, c'est déjà de pouvoir utiliser des modèles d'IA off-chain dans les smart contracts on-chain. Ok. Donc, tu as besoin d'avoir une preuve que le résultat est correct et exploitable. Mhm. Donc, pense à un modèle de, je sais pas, credit scoring, pense à un modèle, whatever, de Ouais, trading, bien sûr. tu vois, que tu n'as pas forcément, ou que tu peux pas faire on-chain parce que tu n'as pas la puissance de calcul. Ok. Et c'est quoi pour vous aujourd'hui les limites de l'IA et qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le futur, IA plus blockchain? Ce serait quoi vraiment les autres use cases qu'on pourrait imaginer Moi, je pense que alors, tu peux imaginer énormément de choses déjà, parce Mhm. qu'en réalité, je pense qu'on est On est très au tout tôt. début. On est très tôt, donc je pense que c'est de la science-fiction et c'est souvent autoréalisatrice. Ouais. Science-fiction est souvent autoréalisatrice. Moi, ce que je dirais, c'est que tu as surtout l'aspect. En fait, j'essaye de penser souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on a nos propres limites à notre imagination. Donc, il ne faut pas projeter ça, je pense, sur ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est un peu les effets de système et de réseau. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit en mentionnant Coinbase rapidement, en réalité, la blockchain et l'IA, ça va permettre à des machines de transiger entre elles sans qu'on ait rien à faire. Mhm. Et du coup, c'est ces machines-là, en fait, qui vont inventer les use cases, en réalité. Parce que je voyais un article, d'ailleurs, de quelqu'un qu'on a recruté en tant que cofondateur très récemment, qui était le Chief Data Science d'un des plus gros hedge funds new-yorkais, qui nous a rejoint en tant que Chief Scientific. Pardon. Bravo d'ailleurs. Merci beaucoup. Peter Cotton, qui est un peu une méga star des quants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Nassim Taleb. Mhm. Ouais, il a un site internet où il a 6 noms de gens qu'il déteste. Ah, il est Dedans, dedans. il y a Peter Cotton. Donc ça te pose C'est la plutôt un personne. compliment. Voilà, c'est un compliment. Vu qu'il déteste la crypto, c'est Ah, c'est bien. ça. hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et Peter est hyper bullish, c'est assez drôle. Mais enfin, tout ça pour dire que je voyais encore un article de lui aujourd'hui qui disait, en fait, les modèles sont peut-être plus adaptés que les humains pour continuer à créer des use cases parce qu'en fait, ils sont moins gênés par leurs propres erreurs. Nous, on a trop d'ego. Donc en fait, quand on fait des erreurs, on a des biais, on n'a pas envie de s'améliorer parfois parce qu'on se ment à nous-mêmes. Donc en fait, voilà, moi, j'irai pas dans la science-fiction, mais je pense que les machines qui sont capables d'aller leverager d'autres machines, se payer entre elles, se rewarder de manière logique, comme les reward functions ont été déterminés par des humains à la base ou même améliorés par les machines, ça va créer des choses auxquelles on peut... Enfin, aujourd'hui, moi, je ne serais même pas capable de te les nommer, mais je pense que ça deviendra un quotidien... Je sais que T'as c'est un peu projet vague, mais- intéressant d'ailleurs dans cette veine un peu qui est en train de builder avec la techno de Zama. Je pense pas qu'il a été annoncé encore, mais ils ont un site, hein, donc je peux en parler. Ça s'appelle Super Alignment. Ok. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont des modèles d'IA et ils demandent à des humains, en gros, de scorer le modèle en disant ouais, il a été aligned avec des bonnes valeurs ou avec des mauvaises valeurs. Et donc, en fait, tu crowdsources en faisant du reinforcement learning le alignment en fait du modèle. Donc ça, c'est intéressant parce que le but, c'est d'avoir un modèle d'IA autonome, mais t'as pas non plus envie de le laisser faire un peu ce qu'il veut, quoi. T'as quand même envie qu'il soit dans la direction que la communauté a envie qu'elle aille, quoi, tu vois. Et donc, si un jour tu veux imaginer avoir une espèce de AGI, donc une intelligence générale artificielle décentralisée qui appartient à tout le monde et open source, c'est quand même plutôt pas mal que la communauté ait eu un peu son mot à dire. Ouais, finalement, qu'elle soit pas trop extrême, entre guillemets, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc, ça, tu as toujours ce problème sur Internet. Hein. Tu as toujours des trolls qui risquent d'arriver, qui vont essayer de biaiser l'IA du mauvais côté. Mais j'espère dans la blockchain que la majorité des gens, si tu leur mets des incentives économiques, Exactement. vont éviter de mal se comporter. Comme la blockchain, hein, finalement, parce que finalement, c'est ce qui fait que, je sais pas, Bitcoin ne va pas être hacké, parce qu'il y a un incentive économique. En fait, une grosse valeur de la blockchain, ça reste en fait de coordonner un groupe d'humains de manière honnête. Ouais. Tu vois, que ce soit des data scientists ou que ce soit des annotateurs ou que ce soit des validateurs, in fine, c'est le même principe. Toujours, c'est le bâton et la carotte. Complètement. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici. Ouais, tout à fait. Et sur le cas que tu citais, Maxime, je trouve ça à la fois flippant mais excitant. Et de dire que demain, tu auras les machines qui pourront, entre guillemets, s'auto-éduquer et créer des nouveaux use cases elles-mêmes. Et c'est quoi finalement, tu vois, les garde-fous pour les empêcher partir en vrille Comme disait Rand, les garde-fous, en fait, c'est là qu'en fait, on va se rendre compte que les économistes ou les personnes qui ont une idée autour des systèmes vont être très importantes. Parce qu'en réalité, tout dépend de la reward function.
Ouais. Une machine, elle va... Ouais. Alors, bien entendu, on peut penser à Terminator, que la machine, elle va changer sa reward, on peut penser à tout ça. Mais en réalité, dans l'état de l'art, si ta reward function, elle tient la route, ton système, il tient plus ou moins la route. Et puis ensuite, tu ajoutes des garde-fous. Les garde-fous, c'est de la gouvernance. Mhm. C'est-à-dire que dans les algos eux-mêmes, il y a certains résultats qui seront déterminés par un vote, par exemple. Ok. Et ça, tu peux pas le contourner. Mais c'est vrai que, si on prend par exemple même les LLM type ChatGPT, est-ce que finalement, on se rend compte quand même que la donnée que tu donnes en input est quand même hyper importante. Oui, parce ça qu'elle c'est va- critique. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai de l'expérience là-dedans. J'ai travaillé chez Human Protocol, qui est une boîte qui a été montée par Edge Captcha. Donc quand vous allez sur Discord et que vous dites vous êtes un humain, Ouais. c'est eux. Et du coup, ils collectent de la data depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est des mecs de la Silicon Valley qui sont quand même assez C'est pas les mecs de pointus. Duolingo, ça? En fait, ils font pareil, mais avec les D'accord. CAPTCHA Ok. pour se connecter, quoi. Tu vois, proof of humanity, t'es Mm. pas un robot, tout ça, etc. Donc j'ai été directeur pendant 2 ans là-bas. On faisait ça, on faisait 2 milliards de tâches par mois Ok. pour des boîtes dans l'IA. Et en fait, la donnée que tu donnes en input, elle détermine beaucoup l'output que tu as. D'ailleurs, OpenAI, il y a eu pas mal de soucis. Il y a eu quelques articles de presse là-dedans. En sous-payant les humains qui donnaient l'input. Et en fait, en Mhm. sous-payant les humains, c'est toujours une question d'incentive. Ouais. Rand a totalement raison. Tu sous-payes les gens qui donnent l'input, donc au détriment de ton output. Tu sais, un truc que les gens savent pas forcément, mais en 2018, donc j'avais une boîte d'IA avant. Alors, c'est mon background, moi, c'est l'IA à la base. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai fait un PhD quand j'avais 21 ans en 2007, donc avant que l'IA soit un sujet. Et j'avais ensuite monté une des premières boîtes d'IA confidentielles, c'est-à-dire Privacy Preserving Machine Learning, qui s'appelait Snips. Que t'as revendu à que j'ai Sonos, hein, revendu c'est à Sonos en 2019. On avait en fait tenté de faire une ICO pour lancer un protocole d'AI décentralisé, Ok. où en fait il y avait 3 aspects. Il y avait du training décentralisé avec du federated learning, où en fait chaque nœud finalement contribuait au trainer le modèle. Il y avait de l'inférence décentralisée, et il y avait en fait de l'annotation décentralisée. Et on avait fait tout un système de work token, où en fait en gros on permettait d'avoir une certaine fiabilité dans les annotations en ayant par exemple plusieurs personnes faire la même tâche, en pénalisant ceux qui l'avaient mal faite, avec tout un tas de trucs comme ça. Et en vrai, ça marchait super bien. Donc on a fini par annuler cette ICO parce qu'en fait c'était en 2018 et donc c'était un peu... Dur. le marché s'écrasait. Donc tu sais, Ouais. tu avais de plus en plus de commitment en Ether, mais ça valait de moins en moins d'argent. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, franchement, ça, c'est pas le bon moment. Donc on a rendu tout l'argent et on a scrap le projet. J'ai fait un super post-mortem d'ailleurs, que vous pouvez voir peut-être sur un de mes vieux blogs quelque part. Mais donc tu vois, ces idées, elles sont pas nouvelles. C'est Ouais, juste ouais. qu'on les a jamais vraiment implémentées en pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai vu Crunch, j'ai dit, non mais vas-y banco, les mecs, ils ont résolu le problème principal qui est de créer la communauté. Une fois que tu as une communauté de data scientists qui sont chauds patates pour faire des trucs on-chain, le reste, en fait, les use cases, ils sont infinis, quoi. Est-ce que d'ailleurs tu peux peut-être citer 2-3 use cases, Bien sûr. peut-être de secteurs assez Il y différents a des finalement. choses qui sont très théoriques. Mhm. Notamment, c'est le premier que je vais citer, c'est qu'en fait, tu vas demander à ta communauté de travailler sur des modèles financiers. Donc pour la plupart des gens, c'est très vague, mais je peux simplement dire qu'on a travaillé avec le 3e plus grand fonds souverain du monde, Ok. à Abu Dhabi, et notre communauté a outperformé leur équipe de 20% sur leurs résultats. Juste pour information, leur équipe, elle coûte un demi-milliard par an. C'est la plus grande équipe de compte au monde, et en fait, notre commu l'a outperformé. Donc déjà ça... déjà, moi j'y suis pour rien, hein, c'est la communauté, donc tu vois, comme le dit Rand, en fait on doit tout à la commu. Mais c'est le cocktail commu plus techno quand même. Enfin, Je dirais que non, en fait, en réalité, la techno, dans notre cas, et sur Crunch V1, c'était vraiment de l'orchestration. D'accord. Donc la techno permet de dire à tout le monde, vous venez de 100 pays différents, Ok. ça va, vous Ouais, inquiétez c'est plus pas, pour qu'ils s'organisent. tout le monde sera sur le même pied d'égalité, Ok. vous n'avez pas besoin de me donner votre RIB, on va s'arranger, on va se Hmm. coordonner, vous allez avoir du poids dans l'écosystème, etc. Donc la Ok. techno, elle aide pour rassurer ce côté-là. Ok. Les data scientists, alors c'est vrai ce que je veux dire, hein, s'en foutent complètement du Web3, Ouais. sauf quand il s'agit justement de se coordonner, parce qu'ils adorent le côté recherche collective. Mhm. Et ça, c'est le seul truc du Web3 qui valorise vraiment. Ok. Côté token, Ouais. ils gagnent déjà des sommes incroyables parce qu'ils sont capables de faire gagner énormément d'argent à des fonds d'investissement, etc. Ou alors des labos de risque. Voilà. Ça, c'est un des premiers use cases. Peut-être tu voulais dire Et quelque chose. d'ailleurs, ouais, alors je disais, c'est ouf parce que dans ta communauté, tu as quand même des gens qui sont derrière des quants full-time qui gagnent une tonne Ah oui, d'oseille Ouais. et qui en fait participent parce que ça les amuse. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement C'est ça. incroyable. Nous, ouais. d'ailleurs, on a fait parce qu'on s'est demandé, c'est-à-dire on s'est dit comment se fait-il que... Parce qu'on voit les CV des gars, nous on a leur Ouais. LinkedIn, on se dit mais vous êtes sûr, vous êtes pas au début tu te demandes quand même, et donc on leur a demandé, on a fait des questions, des community, des meetings et tout. Mm. Et en fait tout est découpé en espèce de 3 tiers.
Le premier tiers, comme a dit Rand, ils viennent juste pour s'amuser. C'est de la compétition, c'est-à-dire que moi j'adore faire du sport, j'adore faire de la compète, dans le tennis par exemple, on en parlait. Bah, eux, c'est les maths. Okay. Donc ils viennent pour ça. Les autres, l'autre tiers, ils viennent pour la reconnaissance. Parce qu'en fait, ils vont travailler sur des trucs un peu plus académiques ou un peu différents de juste avoir son portfolio dans un hedge fund. Et le dernier tiers vient pour l'argent. Mais c'est parce que je pense qu'ils aiment juste arrondir un peu. Tu sais quoi, ça correspond plutôt pas trop mal, je trouve, à ce que tu as dans la blockchain en général. Quoi. Je suis assez d'accord. Finalement, tu vois, tu as un tiers de gens qui sont juste là parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent utiliser les dernières apps. Tu en as un tiers qui sont là parce qu'ils veulent faire de la recherche fondamentale en cryptographie, en blockchain, et tu as un tiers qui sont là pour le pognon. Quoi. Complètement. Ouais, non, c'est un bon... c'est ça. Et donc après, en use case, non, ce que je peux dire, là, on va bientôt annoncer, je pense que, je sais pas quand sortira ce podcast, mais ça va être imminent. On travaille fin septembre, mais... c'est très bien. On travaille avec on travaille avec le Broad Institute. Et donc le Broad Institute, c'est un institut qui est financé par le Harvard et le MIT. Et une partie de cet institut, c'est très américain ça, est financé par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, et sa femme. Donc ça s'appelle le Eric and Wendy Schmidt Institute. C'est une verticale du Broad Institute. Okay. Et donc ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va aider à découvrir des cellules cancérigènes en fait, dans des questions de tout ce qui va être maladies digestives, etc. Donc on va lancer des crunchs dans la recherche médicale, dans l'oncologie et dans l'immunothérapie. Donc c'est quand même pas mal de se dire qu'on peut passer de la finance à ça. Ouais. Et après, il y a plein d'use cases dans la finance, mais il faut vraiment être un fou de finance pour trouver ça. Ouais, c'est des trucs encore très spécialistes. Moi, je trouve ça très enthousiasmant, mais après, c'est des trucs... les gens vont trouver ça un peu tiré par les cheveux, je pense. Ouais, c'est intéressant. Mais en gros, ça veut dire que là, pour l'instant, ton projet, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la blockchain pour coordonner en fait, des personnes qui sont... Et en fait, ce qu'on a annoncé à Breakpoint, c'est que nous, à la base, on travaille avec des mathématiciens, principalement des physiciens, etc. Et c'est très compliqué de trouver plus que ce qu'on a. En fait, aujourd'hui, je pense que notre communauté, elle grandit... On va dire, on prend à peu près 500 000 personnes par mois, ce qui est déjà beaucoup dans ce domaine-là, mais on va arriver très vite à un plateau. Vous onboardez 500 000 personnes Non, 500, Ah oui, ok. C'est énorme. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des mecs... on a 30% de PhD. Ok, ah ouais. 20% de PhD, pardon. Attends, t'as combien de personnes maintenant dans la commune ? On a près 7000 personnes. Ah ouais, ça a vachement grossi. Hein. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, vous faites des entretiens quand même pour vérifier... Ouais, en fait, on leur parle souvent, on leur demande leur background. Et puis maintenant, en fait, on a flippé le produit, c'est-à-dire qu'au début, on leur mettait un gros mur, genre dis-nous quitter, parce qu'en fait, on ne connaissait pas les gens. Maintenant, en fait, on les laisse venir, et quand ils ont envie de pousser un code, ils nous en disent un peu plus sur eux. Okay. Ouais, pas mal. Mais on reste sur les mêmes trucs. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'annoncer un nouveau produit sur scène à Breakpoint à Singapour, qui s'appelle Pi, parce qu'en fait, c'est un LLM, mais point in time. Alors, je vais pas trop rentrer dans la... Rendre comprendre après où je vais revenir. Parce qu'en fait, le problème des LLM, c'est qu'ils te donnent une réponse en étant intelligent de tout ce qu'ils ont appris depuis toujours. Ouais. Sauf qu'en fait, en finance et dans certains use cases, t'as pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé après, mais tu as besoin d'avoir une réponse sur un jour précis, avec la connaissance du jour précis. Ça a énormément de valeur pour les personnes qui en fait trade ce qu'on appelle la macroéconomie. Donc en fait ceux qui vont dire s'il pleut beaucoup au Brésil, le cacao va faire ceci ou va faire cela. Donc nous ce qu'on vient d'inventer, c'est qu'en fait on a un prompt. Donc déjà tout le monde peut y aller, pi.crunchdao.com. T'as un prompt, tu poses une question en fait à Pi sur des. En fait il suffit de regarder les infos. Hein. Tu regardes les infos, tu viens avec une question qui ressemble un peu à ce que tu pourrais. Et Pi te donne en fait ce qu'on appelle une time series. Donc tu crées un nouveau dataset. Et donc là on vient de créer une nouvelle sorte de cruncher. C'est-à-dire que n'importe qui sait juste parler anglais, bientôt de toutes les langues, on est juste en train de le mettre à jour, va pouvoir créer des bases de données pour nos clients dans la finance. Ok. Et être rewardé pour ça. Donc en fait, comme des oracles finalement. C'est plus que ça. Tu peux parler du côté retraining dans le passé. Ouais. Ce qui est assez. Ça c'est ouf quoi. Ouais. Ce qui est ouf en fait, c'est que. Mais je pense que Rand va en dire beaucoup aussi là-dessus. C'est que quand tu commences à mettre la main sur ce point in time. Tu vas pouvoir, en repartant d'un point du passé, choisir aussi ce que tu lui donnes comme information, pour savoir s'il est capable de dire en fait, ce scénario va partir dans cette direction, ou ce scénario va partir dans cette direction, ou si j'avais eu ces informations avant, j'aurais fait ceci, ou j'aurais fait cela. Et donc ça ouvre des capacités, notamment pour les banques et pour le monde de la finance. Là, très rapidement, on a signé un client qui va distribuer, on l'espère, hein, ça va se faire, Pi déjà dans ça c'est officiel, une banque. Il a 4000 banques qui souhaitent utiliser quelque chose qui ressemble à Pi. C'est 1,2 milliard de revenus potentiels pour la commu.
Ok, c'est énorme. Parce que eux, par exemple, la banque, ils pourraient anticiper quoi grâce à Pi Alors, un cas d'usage très simple, la première banque avec qui on a signé, c'est la plus grosse banque australienne. Eux, en fait, ils veulent prédire, grâce à l'intelligence collective, ils veulent prédire le meilleur prix auquel acheter les différentes monnaies. Ok. Les différentes currencies. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, en Forex, c'est ce qu'on appelle un mid-market price. Et notre seule réponse qu'on doit leur donner, mais c'est énormément d'efforts. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de centaines de milliers de gens qui posent des questions, parce qu'il faut vraiment arriver à ce qu'on appelle un statistical agreement. Il faut juste dire, on va juste leur dire, il faut acheter maintenant ou dans 1 minute. Ok. Ah, donc le signal, il est très bête, mais c'est énormément de taf, mais surtout, c'est énormément de reward pour la commu. Ouais. Parce que ça ouvre. Le Forex, on a souvent fait des blagues parce qu'on a tous vu les pop-up de trucs un peu scammy et tout. Mais en vrai, c'est des trillions par jour qui sont déplacés. Ouais, c'est énorme. Donc venir en tant que cruncher contribuer à améliorer l'efficacité d'une banque là-dessus, il y a des questions. Et d'ailleurs, sur les questions, on va noter les corrélations. Donc en fait, les gens vont poser des questions et si elles sont un peu smart, ils vont réussir à rapprocher ça avec d'autres événements. Et ils vont gagner des points. Et plus ils vont gagner de points, plus ils seront rewardés parce que les clients payent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de choses comme Zama pour devenir un vrai network. Parce qu'en fait, on peut plus après se dire il y a un tel qui a été fort, on va le rewarder. Ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit automatique, il faut que ce soit et anonyme. Et anonyme. Et tu as aussi le fait, et donc là, le FHE, c'est utile pour ça. Quand tu veux avoir un genre de consensus, où plusieurs personnes essayent de donner leur opinion. Ça peut être du risk-taking en passant, comme ça peut être juste un consensus blockchain. Tu as un problème un peu le premier qui donne une réponse, le deuxième, en fait, n'a pas trop d'intérêt à pas juste copier le premier. Donc, en fait, tu te retrouves assez rapidement avec des réponses qui sont hyper corrélées aux 2-3 premiers qui ont répondu. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Donc, c'est hyper... c'est pas vraiment représentatif. Donc, tu as le même problème dans les prediction markets. Hein, avec le FHE, si tout le monde peut fournir une prédiction chiffrée, t'as plus problème du first mover qui influence les autres. C'est le fameux même avec Spider-Man, tu sais, qui se pointe l'autre Spider-Man, en fait. C'est horrible. Ouais. Hein. C'est horrible. Mais en fait, tu résous ce problème. Donc, t'as beaucoup plus de fiabilité dans le résultat de ta moyenne. Parce que ta moyenne, en fait, elle est faite avec personne qui n'a de l'information a priori avant de décider. Et elle est honnête, en fait, du coup. Ça me fait penser à une vieille expérience où tu avais, je crois, 10 personnes dans une salle, et 9 qui étaient complices, et une qui était vraiment, qui était en fait la personne test. Et les 9 répondaient n'importe quoi à une question, et la dernière, pour être dans le consensus, acquiescer, entre guillemets, au lieu de... oui. Et donc c'est un vrai sujet, donc tout à fait. Et pour venir sur ce sujet, revenons sur la partie IA, parce que toi, j'imagine d'ailleurs avec... la solution à terme, c'est qu'il y a des data scientists, mais aussi des IA qui puissent participer peut-être au consensus. C'est fort possible. Mais nous, on voit l'IA dans Crunch, le plus important, c'est la donnée. Donc, ce dont on s'est aperçu, et il y a beaucoup d'études qui sont sorties à ce sujet-là, c'est que la plupart du temps, tu pouvais avoir de la donnée synthétique pour aller très très loin dans ton expérimentation avant de rentrer sur de la donnée réelle. Donc, si on intègre de l'IA au départ dans Crunch, hormis le LLM qu'on vient de lancer, ça sera pour générer de la data, pour aller plus vite, en fait, pour permettre aux gens d'aller plus vite dans leur recherche. D'accord. Et pas attendre qu'on ait un client qui vienne avec toute la base de données. Après, tu n'auras pas plus de signal comme ça. C'est juste que les modèles s'entraîneront plus facilement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais, donc l'idée, c'est quand même de garder des data scientists et pas de les remplacer. Obligatoirement. Je pense que nous, de toute façon, il faut des pilotes dans les Formule 1. Ouais, c'est vrai. Il faut des pilotes dans les Formule 1, exactement. Et parlons peut-être aussi on parlait de décentralisation des IA. Vous en pensez quoi justement sur le fait qu'aujourd'hui, une IA comme ChatGPT, elle est peut-être aussi très centralisée, et donc selon la nature de l'input que tu vas lui donner, ça peut clairement impacter l'output, et comment tu peux justement essayer de mettre des garde-fous sur ces inputs-là pour pas qu'il y ait des personnes malveillantes qui, entre guillemets, pervertissent cette IA et la rendent, entre guillemets... la détourne de son... C'est compliqué parce qu'en fait, ça nécessite que tu aies d'une certaine façon un modèle de ce qui est bien ou pas bien. Complètement. Ce qui est quand même vachement dépendant d'une culture à une autre, de la loi. Enfin, tu as des trucs autorisés en France ou pas autorisés aux US. Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de façon systémique de répondre à ça. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est un peu justement ce qu'essayent de faire ces boîtes sur la blockchain, c'est d'entraîner un modèle et de dire, OK, ce modèle est à destination de telle audience, de tel groupe de gens. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Tu vois, in fine... je veux dire, c'est quand même les gens, ils peuvent te dire, non mais moi j'ai été choqué, ok, très bien, peut-être que pour cette catégorie, dans cette ville, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un biais de tel ou tel côté, tu vois. Le problème aujourd'hui, en fait, c'est que dans la Silicon Valley et dans beaucoup de boîtes, malgré le fait qu'ils sont censés être un petit peu agnostiques en termes de politique, ils ont clairement
Ouais, je suis d'accord. des opinions politiques. Absolument. Bah, on voit Clairement. par exemple avec Elon Musk qui détient Twitter. Évidemment. Donc Musk d'un côté, Sam Altman de l'autre, in fine, ça se répercute, si ce n'est pas consciemment, ça se répercute inconsciemment dans leur modèle. Ouais. C'est dans la manière dont les gens vont fine-tuner les modèles, c'est dans ce que eux vont mettre dans les filtres. Ouais. Tu vois, Ouais. quand le modèle va dire, bah, désolé, ça je peux pas. Tu Complètement. vois, Perplexity, par exemple, clairement te répond à beaucoup plus de trucs que ChatGPT. Ouais. Mais moi, j'ai réussi en fait à pousser la limite de Perplexity. Hein. J'ai réussi à lui faire dire non, je te J'y vais répondrai pas là, je vais pas là-bas. Ah ouais. Mais il a fallu que j'aille loin. Hein. Ok. Ah, c'était hardcore. Hein. Franchement, j'avais tellement que j'ai effacé mon historique. J'allais dire ouais, qu'est-ce que tu lui as dit, mais bon, je peux non, mais faire ça. j'étais curieux, tu vois. Pas, je- ouais, démonétiser. Non, mais je voulais savoir s'il y avait du censorship dans Perplexity. Ouais. Et il y en a, mais Ouais. il est au niveau du strict minimum qu'un gouvernement t'obligerait en fait. D'accord. Ok. Tu vois, Ouais. il a l'air moins opinionné. Ok. Et d'ailleurs, moi, je me posais la question, tu vois, est-ce que finalement, à terme, on n'aura pas des IA vraiment open source et tu pourras acheter des librairies d'input pour justement De question prompt. de prompt, ouais. Ouais, Enfin, ouais, carrément. Bah, Enfin, toute de façon, données, non, pas de prompt forcément, mais de données qui ont été ingérées par ces IA là, tu vois, et que chaque IA aura sa Ah. propre vérité du monde en fait, et tu pourras acheter Alors, cette. en fait, ce que tu vas faire pour ça, c'est que tu vas prendre une IA qui est déjà entraînée et Ouais. tu vas la fine-tuner Ouais. pour un use case ou pour Une personne même. Une personne, exactement. Midjourney le fait maintenant au niveau perso, c'est-à-dire que si Mhm. si t'es payant, si t'es sur un truc payant, tu peux aller dans Personalize et tu lui dis ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et Voilà. du coup, c'est Ouais. ton modèle après. Donc, je pense, moi, ça, j'y crois à fond. Tu Mhm. vois, les LLM dans lesquels tu vas feeder toute ta data perso et qui, du coup, en fait, vont essayer de répondre tel que toi, Ouais. tu voudrais qu'on te réponde, c'est intéressant. Après, le downside de ça, c'est que tu te renfermes un peu dans ta bulle existante. Ouais. Donc, tu vois, comment est-ce que tu arrives à jongler entre... Il faut une réponse contextualisée à l'utilisateur, mais tu veux pas non plus ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, en fait, une echo chamber. Ouais. Tu vois. Je vois ce que je veux dire. Et par exemple, si on prend un cas, tu vois, où il n'y a pas forcément d'avoir des opinions, mais si par exemple c'est des vérités, on va dire plus factuelles, je pense par exemple, je sais pas, de la comptabilité par exemple. Tu as une IA qui a été feedée par des experts comptables qui, à peu près, sont sur 99% de détenir la vérité. Dans ce cas-là, plutôt que de requêter ChatGPT où tu es sûr que ChatGPT va dire des bêtises, j'ai testé d'ailleurs, tu vois, en Ouais. demandant des choses de compta à ChatGPT, j'ai vite vu les limites, tu vois. Et justement, si tu avais des librairies créées par exemple des experts comptables qui pourraient vendre leur vérité, Ouais. est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui va émerger Oui, en fait on a déjà pas mal de use cases comme ça. Ce que tu t'aperçois, c'est que ça répond à 80% des trucs simples. Mhm. Tu as ta petite URL, tu as facturé 12 fois dans l'année. Mhm. Fine, c'est pas très Ouais. compliqué. Oui. Dans les grands groupes où tu as énormément de cas particuliers, où la comptabilité, elle est internationale, machin et tout ça, Ça, ouais. c'est beaucoup plus compliqué parce que tu n'as pas de data Ouais. sur lequel le modèle a été entraîné pour être capable en fait de faire ce genre d'inférence. Exactement. Donc là, tu as besoin quand même d'humains. Tu peux utiliser l'IA pour fact-checker ou pour recalculer des trucs ou pour t'aider en arrière-plan, mais tu as quand même besoin d'un humain à un moment qui va dire « Ok, en fait, il nous manque un truc ici. Du coup, ce truc-là, il est faux, il faut refaire. » Enfin, tu vois. Et donc, je pense que ça va être ça dans quasiment tous les métiers. Tu auras 80% de trucs un peu basiques qui vont être automatisés et 20% qui vont être human-driven, Mhm. AI-assisted. Ok. Ouais, tu crois pas à un monde où ce sera 100% automatisé, même des cas ultra Et complexes. je pense qu'on n'a pas envie de ça. Non. Ouais. Tu sais, en 2017, j'étais au Conseil national du numérique en France. Donc, on donnait notre avis au gouvernement sur différentes politiques. Et donc, moi, ma spécialité, ce sur quoi j'étais lead, c'était IA et privacy. Ok. Sans surprise. Hein. Crypto, c'était pas trop le sujet encore à Ouais. l'époque. Ouais. Donc, IA et privacy. Et pour l'IA, on nous avait demandé, on nous avait dit, bah, faites-nous une analyse de l'impact de l'IA sur l'emploi en France. Donc on a regardé, et notre conclusion c'était 40% des emplois ne vont pas changer. Pourquoi ? Parce que c'est des emplois de service, c'est des emplois où foncièrement, tu as quand même envie qu'un humain Complètement. fasse le truc. Ouais. Tu fais couper les cheveux, certes, tu peux faire un robot, mais c'est sympa quand même de parler avec son coiffeur. Mhm. Enfin, tu vois, tu as des trucs comme ça, les métiers de service, les métiers humains, tu n'as pas envie de les remplacer. Ouais. L'aide aux personnes âgées, même les nounous, quoi. Moi, Mm. je veux pas que ce soit un robot qui fasse la nounou pour mon gamin, quoi. Ouais, C'est ce c'est que je veux dire. Donc ça, numéro 1, c'est 40% des emplois. Numéro 2, 10% des emplois seront totalement automatisés, c'est-à-dire vont disparaître complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a très peu de valeur économique à ce qu'un humain fasse la tâche versus une machine. Mais bon, 10%, c'est 1 million de personnes, quelques millions de personnes au chômage en plus. C'est beaucoup, mais c'est pas le cataclysme où l'économie s'écroule. Tu vois, c'est juste une très mauvaise période. Et surtout, c'est un gain de productivité pour l'économie. Les 50% restants
ce ne seront ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ce seront des humains qui feront des tâches où ils auront besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle pour être capables en fait de rester au top dans leur truc. Et l'étude de Harvard dernièrement a montré exactement ça. Ils ont montré que les gens très bons, plus de l'IA, n'étaient pas tellement meilleurs. Par contre, les gens médiocres, plus de l'IA, étaient quasiment aussi bons que les gens bons. Ah, intéressant. Tu vois, donc en fait, ça permet de faire remonter finalement tout le average productive ou average quality worker, quoi. Et ça, c'est énorme. Ça, en gain de productivité, c'est énorme. C'est-à-dire que si tes 2 meilleurs ingénieurs, si tes 8 ingénieurs moyens sont aussi bons que tes 2 meilleurs ingénieurs dans ton équipe, ta boîte, c'est elle est un truc transformée. de malade. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, ça, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, blockchain ou pas blockchain, ce n'est pas un remplacement des humains, c'est une augmentation de la capacité des humains, et en particulier pour ceux qui n'ont pas de facultés déjà extraordinaires et rares, quoi. Ouais. Je vous propose sur un autre thème de parler un peu des risques quand même de l'IA, et je pense surtout, un phénomène qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux par exemple, c'est les fake contents. Ouais. On voit souvent, j'en vois passer par exemple tout le temps sur LinkedIn, des Elon Musk ou Donald Trump qui sont menottés après avoir fait un braquage. Comment on fait aujourd'hui pour un peu... Écoute, pour paradoter, mais encore une fois, à cette époque-là, on s'était posé cette question-là aussi. Ouais. Et la conclusion, c'était arrêter de nous dire que l'IA va nous bouffer et ainsi de suite. Le vrai danger, c'est les deepfakes. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, et je sais que dans la blockchain, c'est un gros mot, mais la société dans laquelle on vit, elle est quand même basée sur un concept de trust. Ouais. Il y a un moment, tu as quand même confiance que l'architecte qui a fait cette pièce l'a bien fait et qu'elle ne va pas s'écrouler pendant le podcast. Tu vois, pas besoin de voter. Tu n'as aucune façon de le vérifier, c'est juste, tu as confiance parce que d'une manière générale, les humains sont quand même pas des gens qui essayent de tuer tout le monde, quoi. En moyenne. Okay. Donc on vit dans une société de trust. Le problème, c'est que si tu peux plus faire confiance à rien, si tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, tu penses que c'est du fake, tu deviens totalement parano et tu t'isoles. Ouais. Et là, tu perds le principe même d'être dans une société, c'est-à-dire d'être à plusieurs. Et là c'est la fin. Là, c'est la fin du monde, quoi. Ouais. C'est tout le monde qui sort les flingues sur son voisin. C'est une catastrophe, tu vois. Donc pour moi, le vrai danger, il est là. Le danger, c'est pas Terminator. Le danger, c'est les deepfakes. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas aujourd'hui une politique beaucoup plus forte et stricte pour interdire ça. Pour moi, le mec qui poste sur Internet une vidéo de quelqu'un, faisant une IA de quelqu'un, se faisant passer pour quelqu'un, ça doit être pénalisé aussi gravement qu'ils l'ont fait il y a quelques années avec les sextapes cachés. Pour moi, c'est le même niveau en fait de gravité, quoi. C'est très 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 grave. Ouais, c'est de l'usurpation d'identité déjà. Exactement. Ouais, complètement. Et ce qui est malheureux, c'est que les deux use cases se rejoignent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent des deepfakes pour... Voilà, en plus. Alors ça, c'est le truc... Bon, là, par contre, tu vas en prison. Ouais, totalement. Déjà. Des gens qui mettent des deepfakes, pardon, pour nuire à des personnes en pensant que c'est carrément, des sextapes ou des choses comme ça. Non, mais c'est ça. Mais après, voilà, il y a plein de responsables dans l'histoire. Il y a, on va dire, l'éditeur de la vidéo, la plateforme peut-être où tu postes la vidéo. On l'a dit tout à l'heure, c'est culturel aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, on va pénaliser autant le publisher que la personne qui a fait la vidéo. Ouais. Aux États-Unis, on va plus s'orienter sur la personne qui a fait la vidéo parce que liberté d'expression. Donc la plateforme, elle a juste laissé les gens s'exprimer. Mais tu vois, moi, je pense qu'il faut revenir au contenu même. C'est-à-dire que déjà, il faut lutter contre le faux contenu. Avant même d'essayer de trouver le responsable, il faut du deepfake detection. Et ça, il y a des IA qui travaillent déjà dessus aussi. Ouais. Donc des IA vont se bagarrer contre des IA, si tu veux. C'est ça. Il faut vraiment virer tout ça. C'est chat et la souris, quoi. Ah ouais. Mais comme dans beaucoup de trucs informatiques, comme dans la cybersécurité. Tu vois. Ouais. Et après, j'imagine il y aura des dark AI qui permettront de créer ce type de contenu. Mais on rejoue toujours la même partition. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours un dark web. On rejoue toujours les mêmes trucs. Il y a toujours les white hats, les grey hats, les mecs qui font vraiment des trucs sombres. C'est toujours pareil, en fait. Et justement, comment la blockchain, elle peut permettre d'identifier, on va dire, ces contenus ? Pour moi, en fait, la cryptographie en général, blockchain ou pas, elle permet en partie de résoudre le problème en donnant aux gens une capacité de signer le contenu qu'ils ont créé eux-mêmes. D'accord ? Donc, si moi, je fais une vidéo, en fait, je peux signer la vidéo pour que n'importe qui puisse vérifier que c'est bien moi, Rand, qui suis l'auteur de la vidéo. Donc potentiellement, si tu prends une vidéo avec ton iPhone, c'est ce qui pourrait se passer demain, c'est-à-dire que... Ton iPhone le signe avec l'enclave, avec Face ID, par exemple. Ouais. Tu vois. Donc ça, déjà, ça empêche le problème d'impersoner quelqu'un, parce que si tu vois du coup une vidéo de moi et que tu n'es pas sûr, et qu'il n'y a pas ma signature, bon, ça n'empêche pas quelqu'un de créer la vidéo, bien sûr. mais ça crée quand même
ça donne au moins aux gens une raison de douter, quoi. Ouais. Parce qu'après, tu peux retracer aussi avec l'adresse peut-être de l'émetteur de la vidéo. Ouais, mais au moins juste, voilà, tu vois, ça te permet de fact-checker que la personne a effectivement fait le truc. Après, moi, je peux quand même faire une fausse vidéo de moi et mentir et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire que le contenu que moi, je raconte est vrai, mais ça enlève déjà le problème De la source. exactement de l'origine, tu Ouais. vois, qui est quand même un gros problème aujourd'hui. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un hack. C'est quelqu'un qui s'est fait passer au téléphone pour le boss de quelqu'un avec la voix du mec et qui a dit j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent. Le mec a dit ah, d'accord. Enfin, tu vois, si moi j'appelle quelqu'un de ma boîte et qu'il entend ma voix et que c'est mon numéro de téléphone qui appelle, bon, il y a un moment, il y a ta voix, FaceTime, il y a ta tête, il y a ton numéro de téléphone. Tu vas pas demander un mail on top, surtout si le mec accède à ton téléphone, il accède à ton mail en général, tu vois. Ouais. Mais ça arrive. Tu vois, c'est le genre de truc qu'on a contre nous maintenant. Non, c'est clair. Je crois que la dernière fois, j'avais vu passer par exemple sur YouTube un deepfake de Florent Pagny qui disait qu'il s'était remis de son cancer. Il demandait à des personnes sur YouTube de faire des donations. Et donc, des gens donnaient de l'argent. Et finalement, ouais, comment tu luttes contre ça ça peut que grossir, tu vois, ce type d'arnaque. Bah ouais. Ouais. C'est que c'est marrant. La cybersécurité en ce moment, c'est très très chaud. Ouais. Là, en fait, tu sens vraiment que depuis les LLM, tu as une espèce d'augmentation de la qualité des attaques cyber. Ouais. Alors peut-être que moi, je me fais plus targeter aussi en ce moment, c'est pas impossible. Putain, mais franchement, je vois les trucs, moi, qui me tombent dessus. Je me dis, mais heureusement que je suis un peu parano, et deux, que c'est un peu indirectement mon métier, tu vois, parce que sinon, mais je me serais fait avoir 15 fois. Ouais, je suis d'accord. Mec, des faux DocuSign. Ah oui, j'en ai reçu ça aussi. Ah ouais. Wow, Pour closer des trop rangs bien d'investissement et tout. Des Ah trucs. ouais, d'accord. Ouais, mais tu sais, des trucs genre, Ça va très loin, je hein. reçois tout le temps, Ah quoi. ouais, Tu vois, non, des ouais. docs, des machins. Franchement, alors heureusement, il y a quand même encore des trucs qui perdent. Déjà, ça vient pas de DocuSign, donc c'est plutôt bon signe, tu vois. Non, mais t'as des trucs de ouf. Là encore, tu t'en rends compte quand tu regardes l'adresse de l'émetteur, parce que le truc est spoofé. Donc, Ouais. c'est quand même bien. Enfin, voilà, nous, je pense qu'on vérifie parce qu'on a l'habitude, mais t'as des gens qui peuvent se faire avoir. Ouais. Non, mais complètement. Et c'est vrai que, parce que le futur, justement, c'est de pas apporter plus de crédit et avoir du credit score sur les émetteurs de contenu pour vraiment que ce soit des Là, le problème, c'est contenus que certifiés. tu vas vivre dans un truc un peu dystopique, quoi. Tu Ouais. vois. Comment tu fais, par exemple, pour quelqu'un qui vient de démarrer à faire du contenu? Oui, c'est ça. Ah bah c'est ça. Comment tu crées ta c'est compliqué. réputation, comment tu vois, c'est hyper compliqué. C'est pas facile. Non, je pense que la solution, elle est pas technologique. Hein. La solution, effectivement, elle est culturelle. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que tout n'est pas vrai. Ouais. Et qu'ils puissent avoir une façon simple de vérifier. Ouais. Mais c'est vrai que quand les gens ont peut-être tendance à croire ce qu'ils voient, notamment sur les réseaux sociaux, et donc à quel moment, c'est vrai que tu peux vite prendre des fakes pour des réalités, et ça altère ta vision du monde, ça peut vite l'altérer. Non, c'est pas facile. Mais d'ailleurs, je suis tombé sur un concept en préparant l'épisode, c'était la théorie de l'Internet mort. Je ne connaissais pas. En gros, la théorie, de ce que je comprends, c'est que à base, c'est un peu une théorie du complot, mais qui pourrait peut-être devenir vraie, j'en sais rien, où tu as de plus en plus en fait, de contenu sur Internet qui est créé par des IA et qui est complètement fake en fait. Alors ça je sais pas si... Alors, je pense qu'on n'est pas loin sur certains secteurs, clairement. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels c'est quasiment que AI generated. C'est intéressant cette histoire de théorie de l'Internet mort, parce que tu pourrais aussi imaginer que c'est déjà le cas avec juste des gens qui racontent n'importe quoi sur Internet. Je suis d'accord. T'as pas forcément besoin que ce soit des IA qui a inventé le truc. C'est juste vois, la qualité de l'information. C'est la qualité de l'information. Oui, c'est vrai. Pourri, quoi. Ouais. Tu vois, c'est juste un moment, tout est nul. Ouais. c'est vrai. Enfin, tout est nul, ou alors tout est genre average. D'ailleurs, est-ce que tu penses pas que c'est un effet pernicieux, parce qu'en fait, des personnes comme toi et moi, par exemple, si on va sur Google et qu'on trouve du contenu vraiment nul, on va se dire on va aller sur Perplexity. Ouais. Mais à un moment, tu vas te retrouver avec que des mecs qui vont aller sur Perplexity et qui vont se retrouver avec un résultat hyper average sur Perplexity. Et on va avoir du contenu qui est reversé dans un truc déjà moyen. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que t'es dans une boucle qui est infinie, quoi. Ouais, c'est un peu un nivellement pas vers le bas, mais qui reste neutre, quoi. C'est vraiment du contenu un si peu on veut basique. aller dans le côté négatif. C'est le nivellement, c'est le nivellement Wikipédia, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est juste... c'est là, quoi. C'est là, tu tapes, c'est le truc que tu trouves. C'est la moyenne. Ouais. Tu vois, c'est la moyenne. J'ai pas d'opinion. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est la réponse un peu à tout. J'ai pas d'opinion. Enfin, si, j'ai une opinion, mais c'est une opinion que tout le monde t'a raconté sur le podcast 14 fois avant, quoi. Tu vois. C'est dur aujourd'hui d'avoir une idée vraiment originale. Hein. Ouais. Non, c'est clair, surtout que on vit dans un monde qui n'a pas de nuances aussi, donc c'est un peu un peu binaire. Et un autre projet, c'est marrant, il y a quelques mois maintenant, j'avais interviewé le projet WorldCoin. Alors eux, ils ont un peu une vision du monde où les IA vont un peu conquérir le monde, entre guillemets. Travailler, ça deviendra un hobby et plus une fin en soi.
et qu'il y aura un salaire universel, et donc ils veulent un peu, entre guillemets, lutter, schématiser un petit peu, hein, mais lutter contre les bots, et donc apporter une preuve of humanity en ligne. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de ce projet WorldCoin Bah, je pense que dans l'idée en fait de résoudre le problème d'identité, c'est important. Mhm. Je crois que ça, justement, ça revient un peu à l'histoire des deepfakes. C'est qu'à un moment, il va falloir être capable de prouver ton identité d'une manière ou d'une autre. Ouais. Tu vois. Et WorldCoin, leur approche de faire ça, c'est l'iris. Mais tu as d'autres façons de prouver ton identité. Ouais. Je veux dire, moi, je crois encore qu'un gouvernement est capable de donner une identité qui est réelle. Ouais. Donc, tu vois, d'avoir ton passeport chiffré on-chain, pour que tu puisses te servir de ton identité chiffrée en FHE, par exemple, pour prouver des choses à propos de toi, ou même avec du ZK, tu vois, le ZK TLS, tous les trucs un peu comme ça qui sont en train de sortir, qui sont intéressants. Ça, j'y crois à fond. Je pense qu'il y a un moment, très vite, on va s'apercevoir qu'on sera obligé d'attacher une identité réelle à n'importe quoi qu'on fait. Ouais. Et je ne serais pas surpris si pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux, Ouais, il faut que ton identité soit vérifiée, et que si jamais, pour une raison X ou Y, tu as fait n'importe quoi, qu'elle soit dévoilée. Donc on n'est pas obligé en fait de liker ton identité à chaque fois. Ouais. Mais par contre, on peut avoir un peu un garde-fou. Donc j'ai pas dit que c'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont crier garde un peu à la surveillance de masse, et en même temps, moi je me dis, quand on voit les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de dérives, parce que les gens le font de façon anonyme aussi. Hier, le fondateur de Telegram a fini par accepter d'ouvrir les IP et d'ouvrir les conversations. Donc, non, je pense que pour moi, c'est une utopie complètement anonyme. Ouais, je suis d'accord. C'est une utopie. Et puis en fait, si tu tires le trait dans le système, comme je parlais vraiment du mécanisme au sens game theory, c'est pas bien pour le système lui-même en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait des pénalités dans le système. Bien sûr. Si on peut pas, un système peut pas aller toujours. C'est comme les charts de tokens ou quoi que ce soit, ça peut pas toujours aller vers le haut. Tu sais, Il faut qu'il y ait un moment qu'il y ait des garde-fous, c'est obligatoire. Je suis assez dernièrement, je réfléchis pas mal à ce sujet en particulier dans le contexte en fait de la sécurité des blockchains. Tu sais, les gens parlent de sécurité économique d'une chaîne en fonction de combien de stake peut être slashé on-chain. En fait, le stake, c'est important quand tu ne sais pas quoi que ce soit sur la personne. C'est-à-dire quand quelqu'un d'anonyme veut être validateur, faut bien, mais un autre, la pénaliser. Et donc, faire du slashing on-chain, ça a du sens. Ouais. Mais si jamais tous les participants du réseau sont connus, qu'ils ont une identité réelle, donc par exemple, imagine Zama est un validateur, d'accord, d'un réseau quelconque. Si Zama triche et se fait attraper, la pénalité économique va bien au-delà du slashing on-chain, parce que l'equity de ma boîte dans le monde réel va en souffrir, parce que les gens n'auront plus confiance en moi. Donc la sécurité économique que Zama apporte en étant doxed sur un réseau, c'est la valeur économique de son equity dans le monde réel. Et donc si tous les validateurs et tous les participants d'un réseau étaient doxed et connus, en fait il y aurait beaucoup plus de sécurité, parce qu'en fait ça irait au-delà de ce qui est on-chain. Clairement, ouais. Tu vois. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Solana a un peu commencé à pousser dans cette direction, tu vois, en disant non mais les mecs, un validateur qui fait 1 milliard de revenus par an, il en a rien à foutre de te piquer 100 000 balles, quoi. Ouais. Tu vois. Il s'agirait d'être sérieux. Il y a beaucoup plus de business derrière. C'est ça. C'est clair. Tu vois, il a beaucoup Les plus à enjeux sont perdre. trop gros. Exactement. En fait. Ouais, on serait sur de la preuve de réputation et plus la preuve Mais de seulement ce que tu mets en jeu devant toi. D'ailleurs, souvent on dit proof of stake, c'est parce qu'on a staké, mais je pense que ce que dit Rand est intéressant, c'est qu'en fait le stake aussi dans le sens de ce que tu mets en jeu. Ouais, bien sûr. Et en fait, l'equity de sa boîte est at stake aussi en anglais. Exactement. Donc je pense que le proof of reputation, effectivement, enfin. C'est un truc qui n'est pas suffisamment pris en compte dans la blockchain, alors que c'est hyper important. Et c'est intéressant, ouais. Vous pensez que le credit scoring, du coup, ça va prendre de plus en plus d'ampleur dans la blockchain, même en DeFi, par exemple, pour arrêter d'avoir des prêts surcollatéralisés aussi. Pourquoi la France peut s'endetter comme elle s'endette? Ouais, exactement. Alors ça, c'est un gros use case pour le FHE, en passant. Parce qu'avec le FHE, tu peux créer un système de crédit on-chain. Bon, on dévie un peu de l'IA, mais bon, on va dire qu'il y a de l'IA dans le credit scoring. je te suis là-dessus, vas-y, je te suis. Un peu, c'est une régression. Ah oui, bien sûr, c'est l'IA. Voilà, c'est du data science. En fait, imagine, tu veux emprunter on-chain, mais tu n'as pas envie de fully collateralize ou over collateralize. D'accord ? Tu pourrais imaginer avoir ton identité chiffrée, avoir le lender, qui lui, en fait, dit « je ne veux que prêter aux gens qui sont à New York avec tel niveau de revenus et qui sont de nationalité américaine ». Donc il peut avoir des filtres. Il ne sait pas quels filtres en fait les gens ont, donc c'est juste il sait que les gens à qui vont prêter passent ces différents filtres en gros de KYC. D'accord ? Donc personne ne sait rien sur toi on-chain, le lender il ne sait rien sur toi, mais toi du coup tu peux emprunter. Pourquoi ? Parce que derrière, si jamais tu arrêtes de rembourser on-chain, tu peux automatiquement
permettre à celui qui t'a prêté de l'argent de déchiffrer ton identité dans le monde réel et de venir te chercher off-chain. Ouais, c'est Tu hyper. Et le fait que lui puisse dire je ne veux que des gens à New York fait qu'il n'a pas besoin de se poser la question d'aller chercher un mec en Europe alors qu'il, tu vois. Et ça, en fait, ça résout un énorme problème complètement. par rapport à ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est parce que tu as du accountability off-chain sur ton identité, où il y a quelqu'un à un moment qui va venir chez toi, qui va faire t'as enfreint la loi. Bah, sans ça, en fait, il y a des limites quand finalement. Tu as des limites. Tu vois, donc tu as plein de trucs que tu peux commencer à faire si tu fais du on-chain plus du off-chain avec de la confidentialité pour un peu finalement merger les deux, quoi. Complètement. Vraiment intéressant. Je vous propose, messieurs, de parler d'investissement pour clôturer l'épisode sans transition. Il y a pas mal de projets, de tokens, de porteurs de projets aujourd'hui, des top coin market cap, notamment à NIR, je pense, qui ont fait un pivot ou qui sont vraiment focus sur l'IA. Par exemple, si on prend NIR, vous en pensez quoi Très bien, bonne techno, bon écosystème. Après, je t'avoue que moi, j'ai toujours été un peu un Ethereum maxi. Petite anecdote sur ça, c'est que j'ai un fils d'1 an et donc je me suis demandé qu'est-ce que j'allais lui acheter comme crypto à garder pour ses 18 ans. Et la seule où j'ai la conviction à 100% qu'elle existera, c'est Bitcoin. Donc malgré le fait que je sois un hit maxi et que la majorité de mes cryptos sont en Ether, c'est du Bitcoin que j'achète à mon fils. C'est intéressant. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Donc NIR, non, franchement très bien. J'ai pas beaucoup bossé dans l'écosystème parce que je me suis vachement focalisé sur le VM. Tu vois, et dernièrement je regarde pas mal Solana, forcément. Tu vois. Mais ouais, non, sinon je pense qu'il y a une place. Parce que ce type de L1, donc de Layer 1 qui finalement font ce pivot vers de l'IA, est-ce que vous pensez que c'est plus du marketing ou il y a vraiment quelque chose derrière? Après, c'est pas forcément la L1 qui sont en train de pivoter. En réalité, ils sont en train d'essayer de se repositionner comme DA et Compute Layer. Donc je pense que ça va plutôt être tout un tas de sidechain L2 plus du DA plutôt que la L1 qui va vraiment faire tourner l'application, tu vois. Donc ça a du sens en vrai. Je veux dire, ils ont un truc scalable qui naturellement. Ils ont raison de le faire. Ok. Et par exemple, vous pensez que Ethereum aujourd'hui n'est pas encore fait pour de l'IA? Je sais même pas si c'est ce que Ethereum veut faire ou doit faire ou devrait faire. Je pense pas que ce soit du tout le but. D'ailleurs, Vitalik est toujours dans des talks avec d'autres personnes qui souhaitent pousser des chaînes plus IA. Il a, je pense, aucun problème. Enfin, je ne connais pas personnellement, mais pour moi, la vraie réponse à ça, c'est le ZKML, par exemple, où tu fais l'IA off-chain avec une preuve qui te permet de t'en servir on-chain. Donc le concept des coprocesseurs, Vitalik en parlait il n'y a pas longtemps justement dans un de ses blog posts. Donc Modulus, Giza, qui sont des boîtes où j'ai investi justement, qui font ce genre de trucs-là. Donc ça a une vraie utilité parce que ça t'enlève le besoin de dépendre de la L1 pour stocker la data, les modèles qui sont énormes. Enfin, je ne sais pas si tu réalises, mais le coût aujourd'hui de stocker un modèle d'IA sur Ethereum... c'est hors de prix. Non, mais déjà, tu peux pas. Tu peux pas, parce qu'en fait, tu prendrais tous les blocs pendant je sais pas combien de blocs, donc le gas market, il serait au plafond. Mais imaginons que les gas fees ne bougent pas, c'est 34 fois plus cher de stocker de la donnée sur Ethereum que sur AWS. Si jamais tu crées la même redondance, c'est-à-dire que tu as 20 000 nœuds qui font tourner Ethereum, si tu copies la data 20 000 fois dans S3 dans AWS, Ethereum sera encore 34 fois plus cher. Donc pour quelqu'un qui la stocke qu'une seule fois, on est plutôt en train de parler de 70 000 fois plus cher. Tu vois, c'est un autre ordre de grandeur là quand même. Donc non, je pense que c'est juste pas fait pour. Faut accepter le truc, c'est pas fait pour. Mais les coprocesseurs carrément. Ok. Après, il y a un autre projet, donc c'est Artificial Super Intelligence Alliance. Donc c'est une fusion entre Fetch AI, Ocean Protocol et SingularityNet. Tu leur ai parlé récemment d'ailleurs. T'as un avis d'ailleurs sur ce projet? Ils ont un projet très intéressant de cerveau. Ils essayent de traîner ensemble ce qu'ils appellent un super brain ou un hyper brain, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Je trouve ça intéressant dans l'approche. Ça a été les premiers à se dire aussi peut-être qu'il faut qu'on mette tous au même pot parce que vu les ressources que ça nécessite. Je pense que ce que j'aime bien dans l'approche plus que la tech, parce que j'ai pas tout vu, ils m'en ont parlé un peu, mais d'ailleurs ils avaient envie que Crunch se rapproche, mais on n'a pas encore pris de position là-dessus. C'est le fait de se dire qu'en réalité ce problème-là il sera réglé qu'en mutualisant les équipes. C'est vrai que c'est intéressant de voir des mergers dans la crypto quand même. Il y en avait eu un peu en DeFi à l'époque, tu vois, autour de tout le protocole Phantom, il y avait eu pas mal d'absorption et tout. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas assez ça. Moi, je pense que c'est un thème qui va vachement venir. Aujourd'hui, tu vois, le seul exit et la seule liquidité, c'est tu listes un token et tu espères que le truc va pas s'écrouler, quoi. Mais je pense qu'en fait, avoir des protocoles qui absorbent d'autres protocoles, c'est un vrai exit et c'est sain.
Tu vois, on veut avoir, on a ça dans le monde réel. La Mhm. majorité des startups se font acheter, Ouais. elles ne vont pas en bourse. T'as raison, c'est intéressant comme modèle, ouais, Ouais. effectivement. Moi, je pense que ça devrait être pareil. T'as une bonne équipe, t'as une bonne techno, mais t'arrives pas à avoir un écosystème ou du usage. Mhm. Tu peux avoir un gros écosystème qui Bien sûr. t'absorbe, qui fait un token swap Ouais. basique, quoi, tu vois. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ouais, ce qu'ils ont complètement. fait, ouais. Et après, sur les autres projets, donc il y a BitTensor, Render, Akash Network, donc ils font un peu des choses différentes. Est-ce que vous avez des avis sur ces projets C'est un peu après les gros au niveau du. Les 3 noms sont pas les mêmes. Render, Ouais. ça marche très très bien, Mhm. mais c'est du compute, enfin Ouais. c'est de la carte graphique. Je sais pas si vous Ouais. utilisez un peu Render. Non, nous, non. Akash, c'est du compute aussi, mais Ouais. c'est de la carte graphique aussi, si je me trompe pas, mais c'est peut-être moins. Render, ils ont réussi à se positionner beaucoup sur les studios de cinéma, les choses comme Ouais. ça. Ils sont très forts. Hein. Mhm. Render, on a parlé aussi avec la fondation, avec Crunch, c'est très impressionnant. Mhm. Akash, on n'a pas eu la chance de leur parler. BitTensor, moi j'ai un avis un peu. Alors j'ai un avis assez éclairé parce que j'ai moi-même un subnet qui est powered by Crunch et Crunch va très certainement aussi ouvrir un subnet, donc je connais beaucoup BitTensor. C'est intéressant, moi je pense qu'il y a une grosse hype marketing autour de BitTensor, donc c'est juste notre côté entrepreneur et opportuniste qui fait que, pour l'instant c'est beaucoup bouger des tokens, hein. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sur BitTensor à proprement parler, c'est Mhm. l'orchestration. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de décentralisation, il y a eu encore des débats cette semaine là-dessus, ils sont sur S3, hein, enfin je veux dire... Ouais. Donc ils pourraient être décentralisés, ils pourraient faire de l'IA, juste ils ont été très forts pour attirer des équipes hyper smart et apporter de la valeur à leur truc. Ok. Donc Pour l'instant, c'est beaucoup de marketing finalement. Et... si tu prends Render, c'est pas du marketing. Non, je veux dire Render, pour tu vois, BitTensor. Render, tu viens, tu peux lancer des instances et t'as Ouais. des, tu vois, Ouais. voilà, c'est BitTensor, tu viens, tu fais de la com et tu montres des outputs et si des mecs te font confiance, tu gagnes de l'inflation. C'est Mhm. pas tout à fait la même chose pour moi. Ouais. Alors, moi, j'ai investi dans quelques projets d'IA et avec Zama, on bosse beaucoup avec des projets de decentralized AI. Donc, j'ai investi, comme je disais, dans Modulus et Giza. Très early, d'ailleurs, j'étais advisor, je les ai aidés sur pas mal de sujets. J'ai investi dans Sentient. Ah oui, avec Peter Thiel et etc. Non, c'est. Il y a Peter Thiel dedans, j'étais pas au courant. Bon, peut-être. Paradigme, C'est la nouvelle boîte d'un des fondateurs de Polygon. bah, je crois que c'est Peter Thiel est sur la Captable. Cool. Ouais, donc t'es D'accord. sur la Captable. C'est entre de bonnes mains. Ils font quoi du coup C'était cher. C'est peut-être pour ça. Ils veulent créer justement une AGI décentralisée, Ouais. tu vois. Donc assez intéressant, mais surtout très très bonne équipe académique derrière. Ce qui, j'imagine, explique le prix d'entrée le round du était projet. très, Le round très était bien, cher, ouais. ouais. Ça, je t'avoue que je l'ai plutôt fait en fait parce que j'étais curieux. Mhm. Normalement, moi, j'essaie de rentrer très tôt. Hein. J'aime bien être un des premiers investisseurs. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle AI Layer, où en fait, ils essayent de créer un standard d'orchestration de decentralized AI. C'est-à-dire, en gros, eux, ce qu'ils disent, c'est on devrait s'en fiche de quel GPU sur quel réseau est en train de faire le job. S'ils ont tous, en gros, un peu le même standard interopérable, bah, du coup, tu peux avoir beaucoup plus d'usage balanced, où tu n'as pas ce problème où tout le monde est sur un réseau parce que c'est les Ouais. meilleurs en marketing. Tu Mm. vois. Donc assez intéressant, c'est des Ouais. mecs un peu plus DevOps qui ont rêvé, qui ont monté ça. Une sorte de bridge d'IA, enfin de Ouais, computing. c'est ça, ouais. En fait, c'est juste un genre de load balancer, Ah, mais tu c'est vois. hyper, c'est hyper smart hein, de ce que j'entends là. Ouais, hyper c'est smart. pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Zama, bon, j'ai fait Crunch, hein, évidemment. Hein, je suis un big token holder de Crunch. Ah ouais. Ouais. T'as intérêt à ce que ça marche, hein. Hein, moi, je Tout compte le sur monde m'a toi, dit hein. ça à Breakpoint. Et donc, Ouais. Pas chaud maintenant. Et puis à côté de ça, Zama, on bosse avec pas mal de boîtes de decentralized AI qui veulent servir du FHE pour différentes choses. Alors, juste je précise, je n'investis jamais dans les boîtes avec qui travaille Zama pour éviter d'avoir des conflits d'intérêts. Bien sûr. Ouais. D'accord, parce que sinon ça devient n'importe quoi, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Privacy qui font du proof of humanity avec du FHE, donc justement en fait pour éviter tous les problèmes de Sybil attack sur les airdrop farming, les trucs comme ça. J'ai un Donc là, airdrop. par exemple, ils sont en train de plugger dans Ton, dans la blockchain Ton, pour te permettre de faire du KYC biométrique mais chiffré. Tu vois, donc tu peux prouver que tu es quelqu'un d'unique sans avoir besoin de dévoiler toute ta donnée biométrique, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal, c'est un gros use case. Donc ils commencent avec ça, mais l'idée, évidemment, c'est d'ouvrir tout un tas de services IA. Tu as les gars de Mind Network qui utilisent le FHE pour faire du restaking pour les protocoles AI décentralisés. Tu as donc cette boîte dont je parlais tout à l'heure, Superalignment, qui veut faire du FHE pour que les gens puissent voter sur comment aligner les modèles d'IA, mais forcément sans se biaiser les uns les autres. Tu vois, tu as quand même un vrai sujet autour de cette question de vote, tu vois, honnête. Tu as une autre boîte qui s'appelle SiteAI qui fait un genre de decentralized AI Oracle.
Donc l'idée, c'est un peu comme les coprocesseurs AI, c'est j'ai besoin d'AI, je sais pas comment le faire tourner. Mais alors eux, leur but, c'est pas de power les boîtes Web3, c'est plus en fait de permettre à n'importe qui juste de déployer un job AI quelque part. Tu vois. Donc tu vois, c'est intéressant parce que toutes ces boîtes-là ont des modèles assez différents, mais ont quand même besoin de confidentialité, soit parce que les modèles doivent pas leaker, soit parce que la data doit pas leaker, soit parce que les participants doivent pas être biaisés. Donc c'est hyper large en fait comme domaine. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, le seul truc que je pense, c'est qu'il faut qu'on soit d'accord sur ça, c'est que tu ne remplaceras pas une infrastructure cloud par une infrastructure blockchain. Oui, impossible. Tu vois. Elles seront toujours complémentaires. Elles sont toujours complémentaires. Avant vraiment d'être plus dans la crypto au terme digital, on va dire, j'avais monté une boîte qui minait du Bitcoin avec de l'énergie renouvelable. Donc j'ai monté des data centers moi-même. J'ai travaillé avec Google, avec Amazon, etc. Je suis 100% d'accord avec Rand. Ouais. Voilà, c'est juste quand on voit la complexité, les redondances qu'on doit trouver, l'énergie, c'est... Et ce sera un énorme retour en arrière, non, d'essayer de finalement scaler l'infrastructure. Enfin, c'est des années. Mais moi, quand les gens qui m'ont connu dans l'écosystème data center ont su que j'allais sur la blockchain, ils m'ont dit mais tu travaillais dans une McLaren et là t'es reparti dans une calèche. Ouais. Les mecs qui travaillent à des vitesses. Non mais on se rend pas compte parce qu'on utilise notre téléphone comme ça. C'est une 2 chevaux maintenant, ça va plus vite. Peut-être un peu, même une Clio, peut-être une Clio, tu vois. Mais non, je rigole, je suis méchant avec la blockchain, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mondes qui se côtoient pas forcément, qui sont dépendants. Enfin, pourtant, on a besoin du monde des data centers. Et je pense qu'on va potentiellement bientôt mettre beaucoup la lumière sur eux parce qu'on se rend compte qu'avec l'AI, on a beaucoup besoin de ressources. Mais ce que ça nécessite de monter un data center et d'opérer ce qu'on opère, juste d'aller chercher d'aller commander son Uber, les mecs sont ultra forts. Et quand tu vois ce qu'ils sont capables de déployer comme infrastructure, oui, je pense que Rand a parfaitement raison. Donc restons sur ceux dont on sait que la blockchain est bien. C'est moving assets. Donc je détiens un truc et je veux le transférer quelque part. Et c'est coordonner un groupe de gens autour d'un but similaire, quoi. Je pense que pour ça, on sait que la blockchain, ça marche. Après, on verra le reste. Yes. Messieurs, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi. Merci à toi.